Bonjour, nous allons voir donc aujourd'hui le chapitre 8, mouvement dans un champ de gravitation. Avant de démarrer ce chapitre, nous allons voir quelques rappels de seconde et de première sur l'interaction gravitationnelle. On considère deux corps ponctuels A et B, séparés par une distance d. Ces deux corps ont pour masse respective MA et MB. Ces corps sont en interaction gravitationnelle, ça veut dire que les corps vont s'attirer mutuellement. Le corps A va exercer sur le corps B une force attractive notée FAB. Le point d'application de cette force est le point B, le receveur ou le système. La direction est la droite AB. Le sens, c'est de B vers A car la force est attractive. Et en ce qui concerne la valeur de la force, FAB est égal à FBA, car les deux corps sont en interaction, est égal à G fois le produit des masses. Donc la valeur de la force est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Si on est amené à calculer la valeur de cette force, qui est toujours positive, on va devoir considérer les masses en kilogrammes, la distance en mètres. On aura ainsi la valeur de la force en newton. Nous avons vu en classe de première l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle. Pour exprimer ce vecteur force FAB, nous allons devoir introduire un vecteur de unitaire. Ce vecteur de unitaire est toujours donné dans l'énoncé, ici UAB, qui est orienté de A vers B. Eh bien, c'est cette force-là, le vecteur force, est collinéaire au vecteur UAB, mais de sens opposé. Nous voyons bien que le vecteur unitaire est orienté de A vers B alors que le vecteur force est orienté de B vers A. Nous devons introduire un signe moins dans l'expression. Et nous retrouvons donc ici l'expression de la valeur de la force d'attraction gravitationnelle. Ainsi, un vecteur est toujours égal à un autre vecteur. Donc, il faut toujours exprimer un vecteur en fonction d'un autre vecteur. Donc, cette expression-là, nous allons l'utiliser dans le chapitre 8 où nous allons nous intéresser à la mécanique céleste, c'est-à-dire au mouvement de la Lune, des satellites artificiels autour de la Terre, le mouvement des planètes du système solaire. Nous allons parler également d'orbite. Nous allons essayer d'exprimer les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération dans un repère tout à fait particulier, le repère de Frey. Nous allons commencer le chapitre 8 en présentant les trois lois de Kepler. Kepler était un astronome donc allemand qui a établi en XVIIe siècle trois lois. La première loi, connue sous la loi des orbites ou des ellipses, est présentée ainsi, considère donc les planètes du système solaire. Donc la planète va décrire donc autour du Soleil donc une orbite, une trajectoire tout à fait particulière qui est une ellipse, qui correspond à un cercle déformé. Le Soleil occupe l'un des foyers. Alors, qu'est-ce qu'une ellipse? Pour bien se représenter ce qu'est donc une ellipse, nous allons considérer la situation suivante. Imaginons deux points fixes, F et F', qu'on appellera donc les foyers de l'ellipse. Et nous allons placer entre ces deux points fixes donc une corde que nous allons maintenir tendue. Au point M, nous allons placer donc un stylo et nous allons déplacer donc le stylo dans cet espace-là tout en maintenant tendu donc la corde. Ainsi, la distance D1 plus D2 va rester constante pendant toute la phase du mouvement. Eh bien, on montre que le point M va décrire donc une courbe tout à fait particulière qu'on appelle donc une ellipse. Et les deux points fixes, F et F' sont appelés les foyers de cette ellipse. Une distance caractéristique à prendre en compte lors de l'étude d'une ellipse, c'est ce qu'on appelle le grand axe. Alors D1 plus D2 correspond à 2A, c'est-à-dire la distance qui sépare le point C du point A, c'est-à-dire le diamètre maximal donc de l'ellipse. Eh bien, si on prend la moitié de ce grand axe, on appelle ça le demi-grand axe, petit a, eh bien cette distance-là va être considérée dans la troisième loi de Kepler. Voilà. Nous allons maintenant passer à la deuxième loi de Kepler, qui s'appelle aussi la loi des airs. Alors, on considère toujours donc la planète, qui décrit donc une orbite donc elliptique donc autour du Soleil, qui occupe l'un des foyers. Le second foyer étant vide. Si on considère donc la planète, prenons le cas de la Terre, qui se trouve donc à un instant donné donc en cet endroit-là, si on considère une durée donnée, prenons le cas de 10 jours, elle va se déplacer, sur son orbite donc elliptique, elle va décrire cet arc d'ellipse, ici, okay, elle va se déplacer de ce point-là à ce point-là, et l'air balayé par ce segment de droite qu'elle donc ici, est appelé l'air A1. Si on considère la planète Terre quelques mois donc après, elle va se trouver à cet endroit-là, et elle va se déplacer pendant la même durée delta t de 10 jours,
donc sur cet arc d'orbite. Donc ici, vous voyez, elle va se déplacer de ce point en ce point-là, et elle va décrire donc une aire balayée qui est A2. Eh bien, on remarque que les aires balayées A1 et A2 sont parfaitement identiques. Voilà ce que décrit la seconde loi des aires, c'est-à-dire que l'aire balayée par le segment joignant le centre du Soleil au centre de la planète est le même pour des durées égales. Ceci sous-entend obligatoirement que la vitesse de la planète ne peut pas être identique pendant toute l'étude du mouvement. Quand elle se rapproche du Soleil, sa vitesse est grande et elle sera maximale au point de périhélie lorsqu'elle se trouve donc à la distance la minimale. Et par contre, quand cette planète se trouve donc éloignée du centre du Soleil, donc sa vitesse va être beaucoup plus faible. Et au point d'aphélie, c'est-à-dire la distance maximale, c'est là où sa vitesse sera minimale. La troisième loi de Kepler s'intéresse à la période de révolution. C'est pour ça qu'on l'appelle également la loi des périodes. Alors, qu'est-ce que la période de révolution? C'est la durée d'un tour. Donc, on considère par exemple la planète en ce point-là, donc c'est le temps nécessaire pour qu'elle effectue un tour complet, se retrouve exactement dans la même position. Pour la planète Terre, c'est autour de 365 jours, donc un an. Eh bien, on montre que dans cette troisième loi de Kepler, que le carré de la période sur donc, le demi-30 axe au cube est une constante. Et ceci est vrai quelle que soit la planète du système solaire, qu'on considère Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, etc., on montre que ce rapport est constant. Donc ça veut dire que T au carré est proportionnel à A au cube. Et cette constante-là ne dépend que de la masse du Soleil. Donc nous venons de voir donc, les trois lois. Donc, la première loi, la loi des orbites, la seconde loi, la loi des aires, et la troisième loi, la loi des périodes. Voyons maintenant donc un exercice type que vous pouvez avoir dans un sujet qui est mode bac. Vous allez être amené à étudier le mouvement, par exemple, d'un satellite artificiel autour de la Terre, mais ça peut être aussi le mouvement du satellite naturel, la Lune, autour de la Terre, le mouvement d'une planète du système solaire autour du Soleil, et ainsi de suite. Ce qui est important, même si le contexte diffère d'un exercice à l'autre, la méthode de résolution sera toujours la même. Alors, nous allons nous intéresser donc ici à un satellite de masse MS, qui est en orbite quasiment circulaire donc autour de la Terre, de masse MET. La distance qui sépare le centre du satellite au centre de la Terre est appelée petit r. Il est égal à la somme de RT plus H, RT étant le rayon de la Terre et H l'altitude. On entend par altitude, c'est la distance qui sépare un point de la surface de la Terre au satellite. Alors l'étude est toujours la même en mécanique, vous le savez. On va toujours considérer le système, qui est ici le satellite de masse MS. On se place dans un référentiel tout à fait particulier ici, qui est lié au centre de la Terre, d'où partent trois axes en direction d'étoiles lointaines. Donc on appelle ça le référentiel géocentrique, qui est supposé galiléen. Galiléen pour pouvoir lui appliquer toutes les lois de Newton que nous connaissons. On va considérer donc le repère de Fresnel. Pourquoi le repère de Fresnel? Parce que nous avons donc ici une orbite particulière qui est une orbite circulaire, que le repère de Fresnel s'y prête très bien. Donc on met de côté le repère cartésien que nous avons pu étudier dans les chapitres précédents, que ce soit le mouvement d'une balle dans un champ de pesanteur uniforme ou le mouvement d'une particule chargée dans un condensateur plan. Le repère de Fresnel, comme tout repère, est constitué comme fait d'une origine, donc ici le satellite. Donc la particularité justement du repère de Fresnel, c'est qu'il va se déplacer en même temps que le satellite se déplace sur son orbite, contrairement à un repère cartésien qui lui est fixe. On retrouve toujours deux vecteurs de unitaires. Dans le repère cartésien, nous parlions de I et J, K éventuellement si on considère l'axe Z. Là, on va parler de vecteurs unitaires T et N. Comment sont ces vecteurs de unitaires? Toujours orientés de la même façon, c'est-à-dire que le vecteur T, lui, il est toujours tangent donc à la trajectoire et dans le sens qu'il me fait du mouvement, donc ici, à prendre en compte, et le vecteur N est perpendiculaire au vecteur T et dirigé vers le centre de l'astre autour duquel a lieu le mouvement, ici, la Terre. Donc ces deux vecteurs sont diunitaires, c'est-à-dire que leur norme vaut 1. Donc c'est dans ce repère que me fait de Fresnel que nous allons étudier le mouvement du satellite artificiel autour de la Terre qui se trouve à une altitude H. Après avoir défini le système, le référentiel, le repère, nous exprimons ici le bilan des forces. Alors, les forces à considérer donc ici dans l'espace, c'est la seule force d'attraction gravitationnelle. Nous avons fait tout à l'heure quelques rappels
concernant l'interaction gravitationnelle. Les deux corps en interaction sont ici la Terre et le satellite. Donc nous reprenons donc la formule que nous avons vue précédemment dans les rappels. Donc on exprime ici le vecteur force exercé par la Terre sur le satellite en fonction d'un vecteur de Q unitaire n. Alors pourquoi le vecteur unitaire n? Parce que le vecteur unitaire n a la même direction que le vecteur force gravitationnel. Donc ces deux vecteurs étant collinéaires, on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. Alors en règle générale, c'est le vecteur donc n normal que l'on considère lors de cette étude-là. Il peut être amené dans certains exercices de considérer un autre vecteur. Dans ce cas-là, il sera précisé. Donc, sans aucune autre précision, on partira donc du vecteur de Q unitaire n. Alors, nous remarquons donc ici que ces deux vecteurs n et f sont dans le même sens. Donc nous ne devons pas rajouter un signe moins comme nous l'avons fait dans le cas des rappels. Nous considérons donc une valeur positive ici. En appliquant la seconde loi de Newton, nous sommes arrivés à l'expression du vecteur accélération. Maintenant, nous recherchons à exprimer la valeur de la vitesse du satellite en orbite circulaire. Contrairement au chapitre précédent où on obtenait la primitive de A pour obtenir V, nous allons ici donner donc l'expression du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Dans le repère de Freinet, le vecteur accélération est égal à une accélération tangentielle qui est égale donc à dv sous dt, la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps, fois le vecteur unitaire t, plus le carré de la vitesse sur le rayon de l'orbite circulaire, fois le vecteur unitaire n. Ceci constitue la seconde expression. Donc la première expression, nous l'avons eue tout à l'heure, donc en exprimant la seconde loi de Newton. Donc nous allons faire une identification. Donc sur t, nous remarquons donc ici que ce terme-là n'apparaît pas dans la première expression. Ça veut dire que dv sous dt doit être égal à 0. La vitesse est constante, le mouvement est donc circulaire uniforme. Donc premier résultat, première conclusion importante de cette étude, c'est que le mouvement du satellite artificiel est un mouvement circulaire de cuniforme. Si maintenant donc, on considère donc, sur le vecteur n et qu'on procède à l'identification, donc cette partie-là doit être égale à cette partie-là. Par identification, nous sortons cette égalité et nous pouvons ainsi exprimer la valeur de la vitesse, qui est égale à la racine carrée de g fois mt sur r. Alors nous remarquons donc ici que la valeur de la vitesse ne dépend que du rayon de l'orbite circulaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le rayon est important, ça veut dire que si on considère un satellite qui est très éloigné qui est de la Terre, sa vitesse sera faible. Par contre, les satellites qui seront proches de la Terre vont se déplacer rapidement. Nous allons maintenant exprimer la période de révolution t. Rappelons que la période de révolution du satellite correspond à la durée d'un tour. Voyons maintenant comment donc exprimer la période de révolution du satellite. Alors on part pour cela de l'expression de la vitesse. Alors la vitesse étant constante pour le satellite, on va pouvoir dire que la vitesse moyenne est égale à la vitesse instantanée. La vitesse moyenne, nous savons depuis les classes de collège que c'est la distance parcourue sur la durée du parcours. On va raisonner sur un tour. Donc si le satellite effectue un tour, donc il va parcourir une distance qui est égale au périmètre du cercle, ou la circonférence. Le périmètre du cercle, vous le savez, en mathématiques, est donné par la formule de Pierre. La durée d'un tour, qu'on appelle également période de révolution, est notée également grand T. Donc on a ainsi V est égal à 2 Pierre sur T. Nous avons, de là, donc on peut sortir l'expression de T, donc T est égal à 2 Pierre sur V. Nous avons vu précédemment l'expression de la valeur de la vitesse du satellite, qui était la relation 3, nous allons pouvoir remplacer l'expression de V par l'expression 3. Et on arrive donc ainsi à une relation un petit peu complexe. Il est vrai qu'on peut arranger mathématiquement pour regrouper notamment les rayons petit r, et on arrive sur une expression qui fait intervenir une racine cubique de r. Voilà ce qu'est la période de révolution. Donc voyons que la période de révolution dépend directement du rayon de l'orbite. On comprend très bien que pour un satellite qui est éloigné de la Terre, forcément la période de révolution va augmenter. Automatiquement, la période de révolution augmente avec l'altitude du satellite. Et à partir de cette expression-là, il est possible de retomber sur la troisième loi de Kepler que nous avons énoncée dans les rappels. Nous suffirons simplement de mettre le carré donc ici pour la période. Donc si on met t au carré, donc ça veut dire qu'on va prendre toute cette expression située à droite du signe d'égalité que nous allons porter au carré. Nous allons obtenir donc une expression
qui est celle-ci. Il suffira donc ensuite de diviser directement par le cube de r au cube, et nous avons donc ainsi l'expression t au carré sur r au cube est une constante, et voyons bien que cette constante-là ne dépend que de la masse de la Terre. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que pour tous les satellites artificiels qui seront en orbite autour de la Terre, cette constante-là, le rapport t au carré sur r au cube, sera exactement identique. Revenons sur la méthode de résolution d'un exercice type. Un exercice type, on va vous demander de faire une étude d'un système, qui peut être donc un astre, donc un satellite, une sonde, autour d'un astre central. Par exemple, le mouvement de la planète Terre autour du Soleil, le mouvement de la Lune autour de la Terre, le mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre. Les étapes seront toujours les mêmes. En établissant la seconde loi qui est de Newton, on va sortir l'expression vectorielle de l'accélération, en considérant, encore une fois, que seule la force d'attraction gravitationnelle est à considérer. C'est une étude à une seule force, la force d'attraction gravitationnelle exercée par l'axe central sur le système. Comme nous sommes dans un repère de Freinet, parce qu'on considère un mouvement circulaire, on va pouvoir utiliser l'expression du vecteur accélération dans le repère de Freinet, ce qui va nous donner la seconde relation. On procède ainsi à l'identification, à la fois sur le vecteur de Q unitaire t et sur le vecteur de Q unitaire n, qui sont les deux vecteurs de Q unitaire du repère de Freinet. Sur le vecteur de Q unitaire tangentiel, on va pouvoir en déduire que le mouvement est uniforme. Et en faisant l'identification sur le vecteur de Q unitaire n, normal, on va pouvoir sortir l'expression de la valeur de la vitesse, qui ne dépend que du rayon que l'on fait de la trajectoire circulaire. À partir de l'expression de la valeur de la vitesse, on va pouvoir sortir l'expression de la période de révolution, qui est la durée d'un tour. Et grâce à une petite prouesse mathématique, on va pouvoir simplement établir la troisième loi de Kepler, qui établit donc une relation entre le carré de la période et le demi-grand axe au cube. Voilà, donc ces étapes-là sont à connaître parfaitement, car elles seront souvent demandées dans un sujet de bac.